panel, nous allons voir dans quelle mesure les entreprises qui sont dans le domaine des technologies de l'information ainsi que les écoles donc, apportent leur contribution à l'émergence déjà d'une vulgarisation des technologies et par-delà vers, pourquoi pas, le concept de l'intelligence artificielle. Alors, je serai votre hôte pour ce panel, c'est-à-dire le modérateur, et nous allons tous ensemble échanger. Sans plus tarder, je vais donner l'opportunité aux panélistes de se présenter, et ensuite nous allons attaquer le sujet. Je commence à ma droite, puisque vous avez déjà le micro. Merci. Donc, je suis Steven Teko Sogodo. Je suis sur ce panel en tant que consultant digital. J'apporterai ma petite touche et je passe. Merci. Suivant. Merci, professeur Kossi Achonuglo, directeur du Centre informatique et de calcul de l'Université de Lomé. Je suis invité, je suis content d'être avec vous pour parler surtout sur les formations et les modules que nous intégrons pour permettre quand même d'aller vers l'intelligence artificielle au niveau des formations. Merci. 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 Bonjour à tous, je suis Edem Adjamakbo, je suis fondateur et CEO de la société C'est Moi Togo. Pour faire simple, chez C'est Moi Togo, nous travaillons sur de la digitalisation du cash. C'est comment est-ce qu'on transforme les billets que nous avons partout dans nos poches en de l'argent digital qui va permettre de pouvoir payer en ligne et faire d'autres activités. Et donc nous construisons ici au Togo les machines que vous voyez sur votre droite là-bas qui sont des bornes de paiement. Et maintenant, quittons la partie matérielle, en tout cas renforçons la partie matérielle avec une forme d'intelligence artificielle ou en tout cas un chatbot qui va vous permettre de transférer de l'argent depuis votre compte EcoBank sur un compte T-Money et inversement. Merci. Allô. Oui, ici c'est Alex Nyopao de la société Syntec, Centre d'études de nouvelles technologies et énergie. Nous sommes représentants de la firme Wavetech ici en Afrique francophone et nous sommes spécialisés, comme le dit notre nom, nouvelles technologies, dans la digitalisation et nous accompagnons les structures dans la digitalisation des sociétés. C'est sur ce plan-là que nous sommes avec vous aujourd'hui. Merci. Bonjour, merci. Je suis Steven Nabla, le responsable du département développement de café informatique et télécommunications. Je vais essayer de ne pas trop verser dans de la pub. Je pense que café informatique aujourd'hui n'est plus à présenter. Nous sommes plus connus dans le domaine de l'Internet au Togo, mais nous faisons bien entendu dans bien d'autres domaines. Donc je suis très heureux et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager ce panel avec des illustres invités que nous sommes tous et avec la communauté qui nous regarde de loin ou de près. Merci beaucoup. Dogba Kwaku, je suis président de l'association Esthétique. Alors Esthétique, c'est l'association qui regroupe un certain nombre d'acteurs, d'entreprises qui travaillent dans le domaine des technologies, de l'information, de la communication. Et Café Informatique, qui au passage est le premier ISP du Togo, est membre d'Esthétique ainsi qu'Africom, KGFI, STNT, l'INAO, un certain nombre d'intégrateurs de solutions en matière de technologie sont membres d'Esthétique, que je préside. Et Esthétique a pour objectif de vulgariser, tant soit peu, les technologies. Alors, au-delà du profit que ces entreprises engrangent, ces entreprises estiment qu'il y a un côté social qu'il faut aussi aborder, il y a un côté développement, c'est-à-dire que les technologies ne doivent pas être déshumanisées, donc il faut voir dans quelle mesure ces technologies peuvent contribuer au développement. Et donc c'est pour cela que ces sociétés-là, ces entreprises se sont mises ensemble pour soutenir des initiatives comme celle pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, et bien au-delà. Alors nous sommes présentés et nous allons maintenant aller sur le thème qui nous rassemble ici en essayant de faire le lien entre
le monde de l'entreprise, mais aussi le monde académique. Alors, le premier panel a certainement déjà défini le terme intelligence artificielle, mais nous allons encore en parler et je vais de ce pas inviter les panélistes à s'exprimer sur le concept d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Professeur? Merci. Je pense qu'on aurait peut-être pu commencer par café. Non, l'intelligence artificielle, je peux donner le premier exemple le plus simple, c'est l'utilisation des robots, par exemple, pour le commun des mortels. Donc on va voir l'utilisation des robots pour le ménage et l'utilisation des robots pour... lorsqu'on a fait tout à l'heure une présentation, vous rentrez dans une maison, vous avez un dispositif qui permet, par exemple, vous dites la lumière, donc il y a une application ou un système qui est dans votre maison qui permet de dire que qui reconnaît votre arrivée et il y a la lumière. Donc là, je peux dire tout simplement pour le commun des mortels que là, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle d'un dispositif dans votre maison. Maintenant, comment est-ce que, par exemple, on arrive en quelque sorte à intégrer ça ou bien que les gens arrivent à développer ça? Ça commence beaucoup plus par les études et de la présentation que nous avons vue dans nos formations. C'est où nous couvre plus des projets tutorés. Parce que c'est très important que les jeunes arrivent à savoir comment est-ce que les autres font dans les autres pays pour arriver quand même à développer l'intelligence artificielle. C'est au niveau des projets tutorés qu'ils font, qui se retrouvent normalement en groupe de 3 ou bien en groupe de 5, qui sont dirigés, encadrés sur une idée, et à partir de ça, ils développent et ils vont avoir par exemple soit Café, c'est moi, ou bien notre collègue qui s'est présenté tout à l'heure, ou bien les autres, qui vont les accompagner sur le petit projet qu'ils ont maintenant, qui vont développer, et c'est cette application qui serait fonctionnelle, qu'on intègre maintenant dans un dispositif pour que ça soit pour qu'on dise maintenant on a intégré l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que quelque chose qui va se faire maintenant de manière automatique. Donc c'est ce que je peux dire en quelque sorte au niveau de la formation avec l'utilisation ou bien le développement de l'intelligence artificielle. Merci professeur. Est-ce que notre panéliste veut bien abonder dans le même sens pour nous parler davantage de la définition de l'intelligence artificielle et peut-être par la pratique? Ok, d'accord. Alors en pratique, je prends par exemple un seul téléphone portable, je prends un smartphone. Donc je disais, quand je prends un seul smartphone et je me logue sur la première page, ok, je pourrais dire OK Google et j'ai un prompt, là quelqu'un, voilà, un peu. Donc là, juste le fait de dire OK Google, ça me déclenche une fonction qui me permettra de pouvoir peut-être dire appelle Alex, d'accord? Donc là, il va prendre juste cette requête appelle Alex et il va chercher dans les contacts un numéro qui s'appelle Alex. Si vous avez plusieurs contacts, il va vous demander appelle Alex ou appelle Alex X et tout. Donc c'est de l'intelligence artificielle, c'est partout aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est plus à présenter. On a besoin de connaître les contextes. Je pense que c'est ça aussi l'intelligence artificielle. Je passe la main. Merci. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est nouveau? Parce que à partir de cette définition et de ces exemples pratiques que nous tous nous connaissons plus ou moins, il s'avère que nous utilisons abondamment les solutions d'intelligence artificielle sans même savoir que cela s'appelle ainsi. Alors ma question maintenant pour nous, est-ce que c'est nouveau, l'intelligence artificielle? Alors sur le point de savoir si c'est nouveau, ça tombe bien parce que ma réponse au sujet précédent, c'était de dire que
l'intelligence artificielle, c'est un mot, je dirais, assez pompeux qu'on a mis sur ce qui est extrêmement simple, qui s'appelle des algorithmes. Aujourd'hui, on utilise des algorithmes depuis, j'allais dire, la nuit des temps, depuis très longtemps, pour faire flopper de calculs. Des calculs qu'il fallait, monitorer par une personne qui était là pour les exécuter, pour valider que le résultat était bon, puis le passer à notre algorithme, etc. etc. On a réussi à aller un peu plus loin dans cette notion de digitalisation, dans cette notion d'automatisation pour gagner en performance, gagner en efficacité, gagner en coût également. Et on a réussi finalement à automatiser le fait de poser sa carte d'identité sur un scan et automatiquement ça récupère nom, prénom, ça vérifie ce qu'on appelle le MRZ qui est un code qui sécurise une pièce d'identité, etc., etc. Finalement, ce n'est ni plus ni moins que des algorithmes d'antan qu'on a su automatiser de façon à ce que ce soit beaucoup plus efficient. Donc je tenais finalement à quelque part démystifier cette notion-là d'intelligence artificielle. On peut faire de l'intelligence artificielle, ce n'est pas que la VR, la fameuse réalité virtuelle que vous avez vue dans la vidéo de tout à l'heure, ce n'est pas non plus que cet assistant qui prend des rendez-vous. Au passage, je ne savais pas que ça existe, ça m'intéresse beaucoup parce que j'en ai marre de devoir me battre avec mon agenda pour les rendez-vous. Donc c'est extrêmement bien ce qui est fait, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi nos algorithmes du quotidien qu'on arrive à automatiser pour faire un certain nombre de transactions. C'est aussi ça l'intelligence artificielle. Bon, pour être un peu plus simple, moi je dirais que l'intelligence artificielle, dans sa définition plus concrète, c'est l'ensemble des théories et des pratiques techniques mises en place pour pouvoir permettre de concevoir des outils, des machines capables d'aider tout un chacun à simuler l'intelligence, disons l'intelligence en général. C'est-à-dire, on permet à la machine d'effectuer un tas d'opérations pour donner un résultat à l'utilisateur de manière à pouvoir simplifier la tâche quotidienne. Donc, en ce qui nous concerne, par exemple, Wavetech a mis en place des systèmes de kiosques, par exemple, pour pouvoir faciliter la production au niveau des banques. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous, on n'a plus besoin forcément de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un. Donc, on peut directement se connecter et puis prendre un rendez-vous et puis se présenter à une agence, n'importe laquelle, et se faire servir et en même temps, après, passer et donner son appréciation du service qui a été rendu. Et toutes ces données-là sont envoyées directement à la structure pour pouvoir comprendre le fonctionnement de sa clientèle et comment exploiter au mieux et permettre une meilleure rentabilité de la structure. L'intelligence artificielle, effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme il l'a dit plus tôt, c'est un terme un peu pompeux pour quelque chose qui existait depuis un moment. Il y a quelque chose que les gens de la technologie font souvent, c'est que lorsqu'ils veulent présenter, ils veulent parler de certains sujets, ils utilisent parfois des termes qui finalement font que tout le monde se perd, qui donnent l'impression que c'est super compliqué, mais en fait c'est tout simple. Si nous avions tous le temps, nous pourrions nous faire aider de l'intelligence artificielle telle qu'il est définie partout dans le monde aujourd'hui. Exemple, je me lève le matin, je voudrais ne pas avoir à m'inquiéter de combien j'ai en poche et de comment je vais l'utiliser. Je sais que je dois manger, je sais que je dois me déplacer. Tout ce que je veux, c'est que mon téléphone, peut-être, ou que quelqu'un à côté me dise « Désolé, pour aller de ta maison à ton boulot, il te faut un certain montant. » C'est un cas déjà où quelqu'un planifie votre journée suivant les moyens financiers que vous avez. Donc, dès le départ, vous avez besoin de cet assistant, mais vous ne voulez pas vraiment payer pour ça. Vous ne voulez pas de secrétaire, vous voulez rien de trop coûteux.
Donc, si par exemple, quelqu'un avait déjà une solution pour vous, vous viendrez et vous auriez là les bras ouverts pour l'accueillir. La seule chose, c'est qu'il faut que quelqu'un y réfléchisse, mettre cela en place, puisse développer tout cela. Donc, comment cela marche? Nous pouvons par exemple prendre des utilisateurs lambda, étudier leurs habitudes, tout ce qui va avec, et ensuite faire sortir une solution. La plupart du temps, on finit par décrire des procédures, des processus qui facilitent la vie à tout le monde, qui nous permettent de faire sortir justement des algorithmes que des machines pourront ensuite implémenter avec l'aide des programmeurs. Maintenant, dans la vie de tous les jours, quand est-ce que je me dis que je fais de l'intelligence artificielle? En fait, j'en utilise déjà. Un bon consommateur que nous sommes tous, nous en utilisons déjà. Seulement, nous ne savons pas parfois que c'est ce que c'est. Il y a, comme l'a dit certains panélistes avant, dans le panel précédent, l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Je pense que nous autres Togolais avons plus l'habitude, à partir d'une certaine génération, de l'intelligence artificielle forte, parce que nous l'avons vu à la télé. C'est du genre le petit robot qui a la forme d'un être humain, qui dit certaines choses, ou bien dans un film par exemple de Will Smith, où il est surpris de voir un robot agir d'une certaine façon. Et il essaye il essaye comme il peut d'obliger le robot à avoir des sentiments. Bien entendu, je reste persuadé que chacun d'entre nous, quand nous touchons à certains domaines, nous avons des obstacles que nous devons de dépasser. Je pense qu'au fur et à mesure, nous arrivons sur cette affaire de sentiments pour l'intelligence artificielle. Merci. Tout part d'un besoin à satisfaire. Et en fonction du besoin à satisfaire, alors on choisit des solutions technologiques, on propose des solutions technologiques. J'aimerais qu'on fasse un tour pour que les panélistes qui sont ici représentés puissent nous parler des besoins qu'ils ont identifiés et de la manière dont ils apportent des solutions à ces besoins-là en utilisant des outils de technologie. Bien. Je vais, sans trop vouloir tomber dans les secrets d'entreprise, donner un exemple tout simple. Nous sommes, je pense, une des premières entreprises à s'investir dans la technologie à fond au Togo. Donc, à un moment, nous devions de proposer à nos clients des solutions technologiques. C'est notre fer de lance, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous mangeons. Donc, avant de proposer une technologie à un client, il faudrait que nous-mêmes nous puissions l'utiliser, nous-mêmes nous puissions démontrer en fait qu'elle est fiable. Donc, comment nous gérons par exemple nos clients? Aujourd'hui, il y a un gros souci de données, mais nous savons tous que dès le départ, lorsqu'un client vient chez nous, entre dans notre entreprise, il nous faut le maximum d'informations pour mieux servir le client. Il faut qu'il entre avec ou sans sourire, ça dépend de lui, mais qu'il ressorte forcément avec le sourire et la joie qu'il faut, lui donnant cette envie-là de revenir. Donc nous, notre entreprise en tout cas, nous avons en place ce qu'on appelle un CRM, qui est connu de tous ceux du panel, j'en suis persuadé. Un CRM, c'est rien de bien bizarre, c'est un logiciel de gestion clientèle, dit de façon un peu barbare pour nous tous ici présents. L'idée, c'est de pouvoir recueillir cette donnée-là qui nous permet de pouvoir mieux servir le client, de pouvoir s'occuper de lui, de pouvoir avoir certaines actions préventives. Avez-vous besoin? Quels sont vos besoins et que vous pensez que la technologie peut être une solution? Donc, c'est dans ce sens-là que nous aimerons interagir avec vous. Et donc, maintenant, je passe la parole à Edem pour nous parler des solutions qu'ils ont pu identifier, comment ils apportent des solutions. Ils apportent des réponses. Alors, chez C'est Moi, on a démarré cette activité il y a 3 ans et demi maintenant, avec une problématique très très simple. C'est que un soir, j'avais besoin d'acheter du crédit de communication à Togocel. Bon. Et ça devait être en milieu de soirée, vers 21h, 22h. Et malheureusement, j'ai pas pu acheter de crédit parce que il y avait plus de vendeurs dans la rue. Aujourd'hui, chez nous, ça se vend partout dans la rue. À l'époque, T-Money n'existait pas, ou en tout cas n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et donc, j'ai pas pu acheter mon crédit de communication.
Bon, j'ai eu cette chance-là de pouvoir voyager, de voir dans d'autres pays des bornes qui permettent d'acheter du crédit de communication 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et à l'époque, on était encore sur les fameuses cartes de recharge, vous savez, qu'on grattait et qui, par ailleurs, on les jetait dans la rue. Cet acte de jeter dans la rue m'exaspérait fondamentalement et je me suis dit, ben voilà, si aujourd'hui on est capable de partir de ce cas d'usage qui est j'ai besoin de rester connecté avec mes proches, quel que soit le contexte. Ce contexte est d'ailleurs induit par un problème de bancarisation qui fait qu'on n'a pas de compte bancaire, on n'a pas de carte bancaire et donc on ne peut pas développer des solutions type abonnement avec du prélèvement automatique, etc. etc. Bon, on peut tirer les ficelles très longtemps. Donc à partir de là, je me suis mis en tête l'idée d'apporter une solution à l'achat de crédit de communication, mais pas que, il faut que cette solution-là soit pertinente par rapport au contexte socio-économique dans lequel on va le déployer. C'est-à-dire, que cette solution ne soit pas trop coûteuse à déployer, c'est-à-dire que si je vais acheter du matériel à l'étranger, je vais devoir l'acheter, le transporter, le dédouaner, l'exploiter, le maintenir, etc. etc. Donc il y avait cette problématique-là de coût, de pénétration du marché, mais il y avait aussi cette volonté de dire mais on est capable d'aller au-delà du crédit de communication. Là, on a prouvé qu'on savait faire avec le crédit de communication depuis 2013, et là c'est en 2017 qu'on a sorti, ça doit être la 5e version je pense, de cette borne qui est fabriquée ici au Togo, qui est à Kodjoviakopé. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire, ben voilà, avec les ressources, avec les compétences qu'on a aujourd'hui au Togo, on est capable de produire des équipements qui apportent du service, des équipements à forte valeur ajoutée, qui vont permettre de pouvoir acheter du crédit de communication, de pouvoir faire vos dépôts mobile money, T-Money, Flows, etc. Mais surtout, si on revient sur le sujet de l'usage, ben aujourd'hui, la CET a, en tout cas l'info que j'ai, 7 agences sur la ville de Lomé. La ville de Lomé, on n'est pas loin d'1 million d'habitants, il me semble. Peut-être un peu plus. 1,5 million, voilà, très bien. 7 agences pour 1,5 million. Combien de factures, aujourd'hui au Togo, sont payées en CET, en mobile money? Je serais prêt à mettre ma main à couper qu'il n'y a même pas 5%. Le reste est payé en cash, donc vous prenez le Zemidjan, vous allez dans une agence, vous faites la queue, 1 heure, 2 heures, 3 heures de queue pour payer votre facture. C'est votre argent. C'est pas vous allez demander un prêt, vous allez demander une subvention, vous allez demander une faveur. C'est vous qui venez payer. Alors pour moi je dis, ben, à ce moment-là vous allez me payer des intérêts sur les 3 heures que j'ai passées chez vous. Fondamentalement, voilà, soyons sérieux. Bon, là on est sur l'usage et la solution qu'on a apportée, ben, c'est de dire, ben, voilà, à travers ces bornes qui vont être installées dans différents points de la ville, dans des magasins, dans des supermarchés, à l'université, dans des guichets bancaires, et comment est-ce qu'on permet aux gens de faire le minimum de distance possible pour payer, pour pouvoir avoir les services qu'ils veulent. Et ça, on l'a rendu possible à travers les formations qui sont données aujourd'hui ici au Togo, à travers les écoles. Beaucoup disent oui, il faut que je parte à l'étranger, etc., etc. Oui, d'accord. Bon, moi j'ai eu la chance de le faire. Mais n'empêche qu'à un moment j'ai dit non, je dois construire mon pays, je dois apporter quelque chose à nos confrères ici pour nous permettre d'améliorer notre cadre de vie, mais également pour leur prouver que la vie n'est pas si rose que ce qu'on l'imagine à l'étranger, en particulier en Europe. Et donc, on l'a prouvé en construisant ces machines ici. On a besoin de développeurs informatiques, parce que c'est bardé de logiciels dedans. On travaille avec de l'argent, il est hors de question de dire « Ah, on a perdu la transaction. » Vous avez perdu quoi? Voilà, c'est pas possible. On a besoin de compétences mécaniques pour pouvoir découper, plier de la tôle. On a besoin de compétences électroniques. On a besoin d'un panel de compétences énorme et on a tout trouvé ici au Togo. Et je pense que le professeur Achonoglu va justement rebondir sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a des formations qui commencent par avoir une qualité pour produire des services à forte valeur ajoutée. Et je pense que c'est fondamental de travailler avec l'université sur comment est-ce qu'on permet à ces jeunes, à travers ces projets tutorés, de targeter des sujets du quotidien, des sujets opérationnels et non pas des exercices juste pour les exercer, et leur permettre d'arriver en entreprise avec
une approche professionnelle. Au début, mes collaborateurs avaient une approche, allez, on code à la maison. On a travaillé ensemble et on a eu l'occasion de donner des cours à l'université pour apporter cette compétence-là. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, j'appelle mes confrères entreprises à participer, à encourager ces initiatives dans les écoles, parce que je pense qu'il y a, si on veut améliorer les choses, apportons l'information au plus tôt aux étudiants, mettons-les dans des contextes opérationnels, dans des contextes entrepreneuriaux, de façon à ce que lorsqu'ils viennent chez nous en entreprise, en CDD, en CDI, qu'ils soient opérationnels. Merci. Et je donnerai par exemple, à part travailler avec notre ami M. Diamambo, qui apporte beaucoup aussi à notre formation de master international en informatique, puisqu'on a un diplôme conjoint avec l'Université de Belfort, premier quand même en Afrique. C'est que quand ils ont le master, ils ont le même diplôme exactement en France, qui est signé par les deux ministres de l'enseignement supérieur des deux pays. Et dans ça, on est un peu critiqué sur la sélection, avec tout ce qui se passe, sur les présélections. Et ce que je peux dire, c'est que nous apportons quand même aussi à l'institution. Si vous prenez le CFE, la gestion du CFE, la création d'entreprises que vous faites au niveau là, c'est géré 100% par le CIC. L'application, vous allez voir le directeur, c'est lui qui, depuis 2005, les nouvelles, quand ils changent jusqu'à arriver maintenant au guichet unique, c'est 100% géré par le CIC. Il y a d'autres entreprises, même étatiques, maintenant qui commencent, qui ont su que c'est nous qui avions développé l'application, qui nous demandent maintenant pour savoir comment est-ce que vous avez fait. Donc ça leur permet aussi, comme ce qu'il disait tout à l'heure, vous pouvez avoir telle agence ici. Parce que quand on prend le CFE, par exemple, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui intervient, il y a l'hôtel qui intervient, ils sont dans leur direction, tout ça là. Mais le directeur qui est ici, tout est scanné et la personne reste normalement assise à côté et les opérateurs reçoivent directement les informations par l'application qui est développée. Et à la fin, vous avez normalement votre carte si vous êtes en règle, tout ça là, parce que la vérification se fait par l'application que nous avions développée. Et nous continuons pas à faire aussi dans d'autres domaines. Je parlerai par exemple au niveau de l'université, même dans le domaine universitaire, qui a hissé par exemple le Togo cette année que les gens n'ont pas compris parce qu'on m'a dit de parler un peu de ça, sur le processus des inscriptions dans les universités. Quand vous prenez par exemple l'université d'Abomey-Calavi, quand il commence l'inscription peut-être en septembre, mais en octobre, il termine normalement en février. Et cette année, on était à l'UNESCO la dernière fois, l'université de Lomé est la seule université qui actuellement arrive à proposer l'inscription en ligne du début jusqu'à la fin avec le paiement sécurisé. Et c'est ça qui nous avait quand même fait passer de 0 à la 82e place sur le plan africain. Les gens n'ont pas compris pourquoi il y avait eu ce bond-là que le Togo n'était pas classé, puis on est passé de 0 à la 82e place. Donc c'est sur le plan informatique avec l'intégration des solutions. Donc qu'est-ce que par exemple des entreprises peuvent apporter au niveau des universités dans les formations? C'est ce que M. Diamambo disait tout à l'heure, nous il nous accompagne aussi beaucoup. Il donne des sujets aux étudiants au niveau des masters et des fois nous les invitons avec leur équipe, ils font une journée de travail de création d'entreprise et ils sont évalués donc là et après, donc là ils travaillent durement sur tel produit qu'ils doivent créer et à la fin on les écoute tous avec d'autres directeurs que nous invitons qui par exemple vont évaluer le produit pour dire que ce que vous me proposez n'est pas valable, c'est-à-dire que votre entreprise là n'est pas fiable. Donc, au même moment que nous faisons la formation, maintenant, on a introduit au niveau des masters, donc maintenant, la création d'entreprises. Donc, il y a des séances que d'autres entrepreneurs là qui participent pour nous accompagner là-dedans. Et il a parlé tout à l'heure des projets tutorés. Ce n'est pas forcément que vous allez payer ou bien au niveau de ça. Par exemple, Café peut avoir une idée, et là, il donne un petit sujet qu'ils ont, par exemple, à l'idée, où il y a un technicien qui est dedans, qui peut accompagner. Là, sur le projet tutoré maintenant que nous faisons, ce n'est pas un travail d'un étudiant ou de deux, mais nous faisons maintenant avec un groupe de 5
pour que par exemple il y ait des compétitions, c'est-à-dire que le groupe d'essai, ils travaillent ensemble. Ils présentent maintenant une fois par semaine, de telle façon qu'à la fin, ils savent comment créer vraiment un produit qui soit intégré. C'est non plus maintenant un sujet qu'on donne comme création de site ou bien tout ça. Mais on est beaucoup plus un peu rentré avec des partenaires comme c'est moi. Bon, il y a Timoni ou d'autres aussi qui travaillent avec nous. Merci. Je pense que aujourd'hui, je prends le secteur, de la banque. Il y a plein de challenges, d'accord. Un challenge qui va commencer par la gestion de la clientèle, un challenge qui va aboutir vers la gestion des process et qui va terminer par le management, d'accord. Donc aujourd'hui, on a assez de challenges. Quand je prends la gestion de la clientèle, je prends M. Alès qui nous offre aujourd'hui des services à valeur ajoutée avec une simple gestion de file d'attente. D'accord. Ce qu'on n'aurait pas compris, c'est que avec une simple gestion de tickets, on peut faire augmenter plutôt le chiffre d'affaires de la banque. Comment ça va se passer? Je prends, c'est une analyse tout simple, d'accord. Si aujourd'hui j'ai eu à parcourir un peu la plateforme, ok. Si aujourd'hui avec un simple ticket j'ai la possibilité d'avoir des informations comme les informations recueillies par le caissier, parce que le caissier a la possibilité de poser des questions aux clients. Est-ce que vous avez ce prêt chez nous? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes, je sais pas, est-ce que vous avez un compte chez nous? Est-ce que vous avez un prêt, ma maison et tout ce qui va avec? Donc c'est des informations qui sont recueillies, ok, et qui sont aujourd'hui, qui donnent la possibilité, par exemple, à la banque de pouvoir faire un traitement derrière, parce que le système même fait un traitement et qui te sort aujourd'hui avec le big data l'évolution au fait de ta clientèle. Vous voyez un peu, avec un simple ticket, j'ai la possibilité de savoir que monsieur X qui est venu juste pour un Western Union a besoin d'un compte dans mes livres. Vous voyez un peu. Donc c'est tant d'applications aujourd'hui dans nos sociétés. Je prends la gestion même des process. Une institution qui arrive à gérer de façon optimale ces documents, je prends la dématérialisation, ok. Non seulement il va gagner en termes de temps, mais il va gagner aussi en termes de compétences. Parce qu'aujourd'hui, un dossier qui va quitter un département X pour aller vers un département Y, à cause juste du fait qu'un classeur soit égaré quelque part, ça va perdre du temps. Mais si aujourd'hui on a dans toutes nos structures, j'appelle déjà les sociétés à aller vers là, à essayer de voir les sociétés de la place qu'ils font et tout. Si aujourd'hui j'arrive à gérer mes process, j'élimine plus d'erreurs. D'accord. Un dossier qui est en attente dans un département X, on peut aujourd'hui connaître le temps d'attente, et un dossier qui doit être validé en 2 heures, si au-delà de 3 heures, on a la possibilité de pouvoir avoir des alertes. C'est justement ce que j'ai apprécié aussi au niveau de la simple gestion de file d'attente, où on a la possibilité de dire aujourd'hui, de voir aujourd'hui si un caissier perd plus de temps avec un client, d'accord, le directeur d'agence peut aller vers aller vers le caissier pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et au-delà de la gestion, au-delà du recueil d'informations de la clientèle, un directeur d'agence peut aujourd'hui savoir quand un client est mécontent. C'est bien, c'est très simple au fait, mais c'est des petites astuces qui permettent aujourd'hui de pouvoir, c'est des petites astuces concaténées qui permettent aujourd'hui de pouvoir avoir un monde
un monde plus souple, un monde plus digital et qui pourra vraiment produire au fait. Merci. Merci à tous. Nous continuons, nous échangeons. Et pendant que nous parlions, nous avons entendu des mots peut-être nouveaux pour certains, big data, dématérialisation de process, gestion de ci, de ça. Nous allons y arriver et nous attendons vos questions dans ce sens pour approfondir davantage des concepts. Si vous en avez, ça serait intéressant d'échanger avec vous et aussi avec nos participants connectés de l'autre côté. Alors, pour poursuivre ces échanges, peut-être que certains se posent justement la question de savoir quelle formation faut-il faire pour être dans le jeu, pour être dans cette mouvance, pour être dans ce concept d'intelligence artificielle, de monde de TIC. Et nous allons nous relayer pour répondre à cette question. Quelle formation pour aboutir à un métier dans le domaine des TIC? Quels sont les différents métiers, quelles sont les opportunités dont regorge le domaine des TIC en termes de métiers? On a entendu aussi tout à l'heure parler de développeurs, de codeurs. Quelle est la différence? Est-ce que nous pouvons aller dans le sens d'avoir formation? Quelle formation détenir? Quel diplôme ou quelle formation faire pour avoir un travail ou bien pour travailler dans le domaine des TIC? Et quels sont les différents métiers auxquels on peut aboutir? Merci. Quand nous allons parler de... En fait, c'est un peu vague quand même, c'est très vaste. C'est un domaine quand même très, très, très vaste. Mais nous allons parler de certaines filières, ou bien les filières qui existent chez nous ici. Et si on va commencer par la plus grande filière, nous définirons, nous, dans le domaine informatique, ceux qui font vraiment de l'informatique, ils ont minimum, normalement, dans le pays, c'est bac plus 4 en mathématiques avant de rentrer dans les écoles d'informatique pour faire les cryptographies ou bien autres là. Ce sont les plus cherchés, qu'on va chercher en Inde ou bien tout ça là, on va parler de ça. Mais nous n'allons pas, donc là, je vais éliminer quand même ce côté-là pour parler de l'informatique, de ce que nous avions quand même ici. Et nous avons les filières comme par exemple un système réseau, ou qui devient quand même de plus en plus important. La dernière fois, j'ai constaté j'ai visité des structures où nous avons constaté que ces structures ont mis en place des salles serveurs, c'est-à-dire ils ont mis des serveurs pour la même structure dans les trois niveaux où j'ai visité, ils ont mis les mêmes éléments. Alors que s'ils avaient par exemple eu à recruter vraiment des gens qui travaillent en réseau, ils verraient que normalement ils n'ont pas besoin normalement de faire toutes ces dépenses-là qui jaillissent normalement sur le consommateur parce que le prix va monter par rapport à ça. Donc là, quand on les avait visités, donc il y a des structures, il y a des formations comme par exemple, nous appelons le réseau, les formations en réseau qui est indispensable. Il y a maintenant la formation en développement, donc comme les développeurs, comme ils ont dit ici, qui font aussi intégration des solutions et autres. Et l'une des formations quand même qui manque au Togo actuellement, que tout le monde sait, c'est beaucoup plus en sécurité réseau. Je pense que les autres vont en parler et je sais qu'on est tous doigtés un peu au niveau des formations là-dessus et nous réfléchissons là-dessus quand même beaucoup pour y aller. Mais en sécurité réseau, ce sont des formations qui manquent beaucoup pour le moment et c'est ça quand même qui ferait que nos entreprises quand même pourraient y arriver à avoir des structures bien sécurisées. Seulement que c'est une filière aussi où je vais dire que les entreprises ne jouent pas le jeu, c'est qu'ils devaient payer quand même mieux. Les jeunes qui sont, on le sait, hein, donc ça c'est pour jeter quand même petit, mais on sait que ce sont des filières où quand les gens ils font quand même, il faudra quand même les payer et ils ne reviennent pas. Quand ils ont par exemple, ils font licence, mais ils ont le master, ils vont aller par exemple faire 1 an en sécurité dans les autres pays qui n'ont pas, ils ne reviennent pas en général au Togo parce que bon, ça c'est ça le problème. Donc ce sont des filets quand même que les gens peuvent quand même viser par rapport à notre formation. Puisque comme on fait développement pratiquement partout
dans les formations. Et il y a aussi, c'est génie logiciel, quand on parle de développement, c'est génie logiciel. Et les systèmes réseau, ils peuvent normalement continuer après, les étudiants. Mais les autres filières, pour y arriver aussi, ceux qui font les mathématiques, et ceux qui font les physiques, et nous les encourageons aussi beaucoup maintenant à postuler dans les grandes écoles, par exemple en cryptographie, où nous sommes pratiquement zéro en Afrique. Bon, maintenant, il y a l'Afrique du Sud et le Ghana qui se mettent quand même beaucoup plus maintenant aussi dans le domaine de la cryptographie. Je vais laisser la parole. En ce qui va nous concerner, en ce qui me concerne personnellement, donc moi je suis ingénieur en informatique décisionnelle. Pour faire simple, c'est le traitement des données et puis l'analyse de ces données-là, du reporting pour savoir comprendre l'activité d'une entreprise, une activité commerciale ou autre d'ailleurs, et donc de pouvoir sortir des rapports et interpréter ces fameux rapports sur une augmentation. Il faut comprendre pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires augmente. Il n'augmente pas par l'intervention du Saint-Esprit. On a beau aller à l'église, malheureusement. Bon. Il faut comprendre pourquoi ça augmente, mais il faut aussi comprendre pourquoi ça baisse. Donc, voilà. Chez CEMOI, je vous avoue que je n'ai pas forcément fait le compte, mais on fera le compte ensemble. Effectivement, les profils que nous recrutons le plus en interne, c'est des profils donc, de développeurs en génie logiciel. Il n'y a pas forcément de spécialisation, il faut être développeur web, il ne faut pas être développeur web. À un moment, il faut avoir le cerveau bien câblé. Il n'y a pas 46 000 façons de faire les choses. L'école est là pour nous apprendre à apprendre. Très clairement, les étudiants, en tout cas les diplômés que j'ai eu à embaucher, ce n'est pas par rapport à l'expertise qu'ils ont développée, ou en tout cas par rapport au projet qu'ils ont réalisé, mais c'est par rapport à l'expérience qu'ils en ont tirée. Quand je fais un entretien d'embauche aujourd'hui, l'une des questions principales, c'est sur quel type de projet vous avez travaillé. Ouais, j'ai développé un système pour le service des douanes pour interconnecter avec une banque. Bon, c'est très bien, hein, c'est prestigieux. Ma question, c'est vous avez eu quel poste au sein de l'équipe dans laquelle vous avez travaillé? Quelle était votre responsabilité? Quelle était la responsabilité des autres? Et comment est-ce que vous avez fait pour partager le travail, bien évidemment? Donc ça, c'est si on est sur un poste de chef de projet. Mais qu'est-ce que vous avez apporté? Moi, aujourd'hui, quand je recrute, c'est plutôt sur est-ce que cette personne-là va pouvoir s'intégrer dans une équipe, ou est-ce que c'est une personne, c'est un développeur dur de la feuille qu'il va falloir cadrer, remettre dans la salle d'archives? Je n'ai pas, donc je ne les embauche pas. Le sujet il est simple. Bon. Donc, développeurs, on travaille beaucoup aussi avec des graphistes parce que vous voyez, ces bornes aussi sont habillées. Donc, on nécessite des compétences graphistes. Celles-là sont en prestation de service. Donc, on a une personne avec qui on travaille très régulièrement. Toutes nos IHM, effectivement, sont également intégrées par ce graphiste. Mais au-delà de la partie purement logicielle et graphique, il y a aussi de l'électronique. Ces bornes ne s'ouvrent pas avec des clés. On n'a pas de système de clés, on n'a pas de système de verrou analogique. On est sur des verrous électroniques et qui sont pilotés par un smartphone. Donc si vous pensez que la borne est là dans un magasin, vous avez toute une nuit pour essayer de l'ouvrir parce que vous savez qu'il y a de l'argent qui rentre dedans, bon, vous allez passer un peu de temps dessus. Le déverrouillage ne se fait qu'à distance, par exemple. On fait intervenir également un technicien ALU et ses assistants. Cette personne-là, son métier, c'est de fabriquer les portes que vous voyez là sur les côtés. Des portes et des fenêtres en aluminium. On a travaillé avec ce technicien ALU pour définir un cahier des charges, pour définir un procédé, pour pouvoir produire, découper la tôle, plier, et ensuite pouvoir assembler et habiller ces bandes. Donc, aujourd'hui, on embrasse de nombreuses compétences au sein de l'activité qu'on mène, mais si on veut parler plus précisément de l'intelligence artificielle, ce qu'on va avoir avant tout, on va dire oui, il faut des développeurs. Oui, très bien, il faut des développeurs, mais il ne faut pas que des développeurs. Il y a aussi le métier de fonctionnel, d'analyste fonctionnel, qu'on ne connaît quasiment pas chez nous en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'est les personnes qui sont en charge de recueillir le besoin auprès du client et de pouvoir le traduire dans un langage, non pas informatique, mais un langage un peu plus technique que comprennent les développeurs. Cette erreur qui est souvent faite de mettre un développeur en face du client final, en face de l'utilisateur, c'est deux mondes différents.
l'utilisateur dit A, le développeur, lui, il voit déjà les lignes de code qui défilent dans sa tête. Alors qu'il est automatiquement biaisé, mais ce n'est pas un reproche, enfin, c'est un fait. On est automatiquement biaisé par notre technique, on essaie de projeter le besoin du client dans une technologie. Alors qu'avant tout, il faut le projeter dans un usage, aller challenger le client sur voir si on peut faire beaucoup plus par rapport à ce qu'il demande, parce qu'il a énoncé une partie, mais en fait l'iceberg, 90% sont en dessous, il ne vous a pas dit tout le reste, et c'est au moment de recéter, il va dire, oui, mais moi je pensais que ça allait faire ça. Ah oui, mais si vous ne l'avez pas exprimé. Donc voilà, il y a également des analyses fonctionnelles, il y a le métier de recette également. Une fois que le développeur a fait son travail, il faut tester l'application. Ce n'est pas au développeur de tester sa propre application. Moi, quand je développe, je ne teste jamais, c'est mes collaborateurs qui testent. Parce que je vais forcément faire des tests qui marchent. C'est bête à dire, mais on a développé pour que ça marche. Forcément, je vais faire ces tests-là. Donc il y a ce métier de recetteur. En Europe, on a aussi les métiers ça s'apparente un peu de l'administration système, c'est-à-dire qu'une fois que les outils sont développés, les déployer sur des serveurs et maintenir ces serveurs à jour, c'est des équipes d'intégration qui le font. On a besoin de chefs de projet cette fois-ci. Oui, il faut qu'ils aient une consonance informatique, IT, il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'un serveur, ce que c'est qu'un paquet HTTP qui passe. Mais on ne leur demande pas de coder. On leur demande de gérer des ressources, de faire l'interface avec le client, de gérer un planning et de gérer un budget. Donc, derrière cette IA, ou de façon générale, les métiers qui touchent à l'informatique, il y a tout un tas de métiers, on va jusqu'au comptable, jusqu'à la gestion administrative. Il n'y a pas que le développeur, il ne faut pas avoir que travailler dans l'éthique, travailler dans le numérique, c'est forcément savoir coder, donc c'est pas vrai. On a besoin de tous les corps de métier au sein de l'informatique. À Café Informatique, nous avons, je vais le dire un peu, ça va être un peu bizarre, mais nous avons un peu de tout dans le domaine de la technologie, parce que, pour faire simple, nous ne pourrons pas faire dans la connexion Internet sans de l'électricité, par exemple. Donc nous avons des spécialistes de tout ce qui est onduleur, l'électricité même en soi, pour assurer l'autonomie de nos serveurs, tout ce qui va avec. Nous avons justement des personnes qui se chargent même du réseau informatique. Donc, pour cette partie-là, nous recrutons le plus souvent en local, au Togo. Donc, nous faisons faire à ces personnes-là tout le processus de recrutement. Et ensuite, nous sommes plus que d'accord qu'il faut une petite période d'adaptation. Donc, forcément, ils passent par une période de formation pour que nous puissions nous assurer que le service, ce qu'ils vont donner à nos clients puisse nous conforter. Et bien entendu, il y a une petite période où ils sont suivis forcément par des personnes qui étaient déjà là avant eux et qui connaissent un peu le métier. Donc, je vais essayer d'être un peu plus spécifique au département dont je suis le responsable, le département développement. À la base, j'ai étudié au CIC, justement. J'ai quitté le CIC, j'ai commencé à travailler au CIC, à Café 2 semaines après avoir fini au CIC. Ce qui fait que la majeure partie de mon expérience professionnelle s'est faite à Café, mais j'ai juste eu à bouger un peu, à faire du freelance. Donc, c'est carrément des mondes différents. Le monde de l'entreprise, une entreprise spécialisée en technologie, une entreprise, je vais dire, parapublique, et puis le freelance, c'est carrément des mondes différents. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. C'est tout à fait normal, l'école ne peut pas tout enseigner non plus. Donc, en entreprise, il faut tout d'abord quelque chose sur lequel moi je suis très regardant, de l'humilité, pour accepter apprendre. Parce que ce n'est pas parce que vous quittez une école de renom que lorsque vous venez, ceux qui étaient là avant vous, qui n'ont peut-être pas votre diplôme, qui n'ont peut-être pas un master ou un doctorat, connaissent moins que vous. Ils ont la culture de l'entreprise. Ils savent comment faire fonctionner l'entreprise. En cela, ils sont déjà meilleurs que vous. Peu importe leur diplôme, lorsqu'ils viennent, tous ceux qui entrent, tous les nouveaux, se doivent de passer par cette petite période d'adaptation. Donc, quel que soit d'ailleurs leur métier ou leur formation de base. Certains y arrivent plus rapidement que d'autres, c'est l'expérience qui parle. Dans ce cas-là, les responsables que nous sommes sont plus que ravis. Donc, ce n'est pas toujours simple de travailler avec les gens de la technologie. Je ne sais pas pour les autres, mais ce n'est pas toujours simple parce que ils sont souvent très passionnés
La passion fait qu'ils ont des convictions, des idées très arrêtées. Il veut faire son travail d'une certaine façon. Donc il faut un petit moment pour lui faire comprendre qu'au-delà de ses idées, il y a un autre monde. Et pour cela, vous devez prendre le temps, avoir la patience de pouvoir montrer à tous ces jeunes génies qui sortent direct de l'école que, s'il vous plaît, il faut prendre le temps de regarder aussi ce que l'autre a envie de vous apprendre, de vous enseigner, pardon. Donc, déjà, nous recrutons, enfin au développement, nous recrutons sur le besoin. La majorité de nos projets, à la base, vu que nous étions dans Internet, concernaient forcément le web. Donc à un moment, lorsque nous avons voulu nous étendre vers certains projets spécifiques, si par exemple, puisque nous parlons d'intelligence artificielle, nous voulons faire un petit projet qui va dans ce sens-là, nous allons prendre quelqu'un qui a la base ou l'expérience des langages que nous voulons utiliser. Donc déjà, durant le recrutement, les questions sont orientées vers ça. Si à un moment, nous voulons travailler avec de l'open source, de Linux par exemple, une plateforme bien précise, nous allons recruter des personnes qui sont plus orientées vers ce domaine-là. Donc, durant le processus de recrutement, les questions sont orientées vers ça. Et nous posons juste 2 ou 3 questions d'ordre un peu général pour pouvoir couvrir un peu plus large. Venir à un recrutement pour une entreprise ne veut pas dire, enfin, souvent, les jeunes pensent lorsqu'ils échouent, ou bien lorsqu'ils ne sont pas pris, ils considèrent que c'est un échec. C'est juste que vous ne respectiez pas le profil. C'est aussi simple que ça. Nous cherchions quelque chose et vous ne respectiez pas le profil. C'est pas méchant. Nous avions besoin de quelque chose parce qu'avant tout, pour que l'entreprise puisse survivre, se battre, parce qu'il faut le dire, il y a la concurrence, il faut que la personne soit performante. Sortant de l'université, elle ne l'est pas forcément. Elle n'est pas efficace. Il faut de l'expérience. Donc, à travers ce recrutement, ces interviews et tout ce qui va avec, nous arrivons à trouver ces perles rares-là qui peuvent intégrer le moule que nous recherchons. Donc, chez nous, on a des électriciens, des électroniciens, des maintenanciers, des experts en réseau, des développeurs. Les développeurs, c'est un peu mélangé, puisque la majorité d'entre eux font aussi de l'administration système et de l'administration de bases de données. Nous avons des graphistes, justement, et on essaie d'habitude de regrouper dans la même salle ceux qui ont quelques petits atomes crochus. Exemple, les graphistes sont avec les développeurs. Donc il arrive que le graphiste, par exemple, un peu par curiosité, ait envie de se spécialiser en web design. Auquel cas, si c'est un langage qu'il doit apprendre, c'est le développeur qui le guide. Certains graphistes, à la base, font peut-être déjà du code, de l'ActionScript, par exemple, sous Flash ou ce genre de choses. Donc à ce moment, le développeur, pour aussi s'y intéresser, vient vers le graphiste. C'est pour permettre en fait cette interaction sur les projets et aller plus vite. Bon, à part ça, bien entendu, enfin, comme toutes les autres entreprises, nous avons l'administration, les comptables, enfin, les ressources humaines, tout ce que vous classez dans l'administration pour que la structure, l'organisme même puisse fonctionner. Donc, l'entrée pour tous nos clients, c'est les commerciaux. Ils sont en quelque sorte notre attaque, comme dans toutes les entreprises. Donc, ils ont eux aussi une formation de base pour être technico-commercial. Ils sont plus commerciaux que techniques, mais forcément, il faut une bonne base technique puisque notre business est forcément sur tout ce qui est de la technologie. Moi, je dirais que mon confrère de café a un peu dit tout ce qui concerne le personnel qu'on a dans nos structures. Mais chez nous, il y a un plus, c'est que tous ces ingénieurs, tout ça là dont on a besoin, ils sont recrutés. Et il y a un directeur technique qui fait le tri. Et puis, bon, on envoie ceux qui sont vraiment bien calés, qui sentent qu'ils peuvent faire vraiment le métier, en formation à l'extérieur dans notre film de WIFTech. Et là, ils reviennent pour pouvoir faire profiter aux autres. Donc, c'est le seul côté que je peux ajouter à la chose. Dans mon entreprise, j'ai fait le choix Alors, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille. J'ai fait le choix de construire cette machine ici, qui a des impacts financiers non négligeables. J'aurais très bien pu l'acheter en Chine et la faire amener ici et l'exploiter ici. Ce n'est pas le modèle que je veux défendre dans l'entreprise. Autrement, j'aurais été un businessman comme n'importe qui. Or, ce n'est pas ce qui m'anime. Bon. Mais n'empêche que je suis obligé de faire un certain nombre de choix
puisque ces machines, on est un peu assimilé à une espèce d'IoT. L'IoT, c'est pas juste les montres et les petits trucs. C'est aussi, quand vous avez 1000 machines sur le territoire, gérer 1000 machines, c'est compliqué. Et pour cela, j'ai fait le choix de ne pas construire ces fameuses salles serveurs dans 3 agences différentes, notamment parce qu'on a besoin de nos confrères de café pour avoir des réseaux stables, ou de Togo Télécom, hein, il faut, et Canal et tous les autres. Il ne faut pas croire que... Voilà. On a besoin de nos confrères des télécoms pour avoir des réseaux dignes de ce nom, pour nous permettre de pouvoir échanger des données. Alors il y a une problématique que pourquoi ne pas créer une espèce de cloud hébergement local, puisque la problématique c'est le point d'exchange sur la fibre optique. On n'est pas obligé d'être consommateur. En Afrique, on est de très bons consommateurs. Hein. Les Européens ont bien compris ça. On consomme tout. Même le cacao, on envoie là-bas, et les tablettes qu'on nous vend ici, c'est manufacturé ailleurs. C'est quoi cette affaire? Donc, soyons producteurs. Ça, c'est autre chose. C'est une parenthèse, pardon. Ce dont je voulais parler, c'était par rapport à l'administration système et la partie sécurité. Le choix que j'ai fait, c'est de ne pas héberger mes serveurs dans mon entreprise, parce que j'ai pas de place. J'ai un petit local, on a à peine 40 mètres carrés. J'ai pas de place pour garder des serveurs et pour héberger ça ici. Puis j'ai fait le choix de le pousser dans le cloud pour avoir une disponibilité. Moi, je veux pas que vendredi à 16h, la CET fait une intervention, coupe le courant. Moi, je fais quoi? Je suis obligé d'investir dans des groupes électrogènes. Et les groupes électrogènes, quand ils sont en défaut de maintenance, je suis obligé encore d'investir dans des mécaniciens qui seront là H24. Non, c'est pas possible. À un moment, j'ai besoin de rationaliser tout ça. Donc j'ai fait le choix de pousser toute mon infra dans le cloud, sauf que je me confronte à une problématique, c'est qu'en face, j'ai pas de compétences qui sont capables finalement de gérer toute mon infrastructure cloud. C'est pas juste avoir des serveurs qui sont quelque part chez OVH, comme la plupart des gens le pensent, et donc voilà, ça fonctionne tout seul. Non, ça ne fonctionne pas tout seul. Il y a des systèmes de backup à mettre en place, il y a des systèmes de relance en cas d'échec, parce qu'on traite encore une fois de l'argent des gens. On n'est pas là, on ne peut pas se permettre de dire qu'on a 1 heure de retard parce qu'on a un serveur qui a redémarré. Et aujourd'hui, cette compétence-là, alors c'est moi qui l'apporte, j'ai absolument pas la formation pour ça. Mais par la force des choses, j'ai appris sur les docs d'AWS comment ça fonctionne. Et finalement, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui gère tout ça. Mais du coup, le choix a été fait de pousser tout ça dans le web pour ne pas avoir une armée d'administrateurs système qui finalement je vais payer et qui ne produisent pas directement. Bon, très bien. Mais j'ai quand même besoin d'administrateurs cloud qui sont capables de me dire, mais voilà, on parlait tout à l'heure dans le véhicule avec le professeur Adjanoglo d'une interconnexion entre nos systèmes. Il me parlait de mettre en place un VPN. Et voilà, mais moi j'ai besoin de monter un serveur qui va être en face de ce VPN. J'ai besoin probablement de natter un certain nombre de paquets qui vont passer, etc., etc. Donc on a besoin de ces compétences-là. Et je pense que s'il y a un message à faire passer aux couches pédagogiques qui nous écoutent par là-bas, je pense que je l'ai suffisamment dit à mon ami, je pense qu'il faut vraiment se tourner vers le cloud de façon générale et arrêter de dire que ce n'est pas sécurisé. Aucune entreprise au Togo n'a autant de budget que Google ou que Facebook ou qu'Amazon pour gérer la sécurité. Donc ne me dites pas que vos systèmes sont sécurisés ici, on trouvera toujours un hacker suffisamment bon pour rentrer dans vos systèmes. Le sujet, c'est juste une histoire de confiance. Est-ce que vous avez confiance en ce prestataire-là pour lui confier les données? Je peux vous dire que si un Russe a décidé de pénétrer votre système, qu'il soit dans le cloud, qu'il soit chez vous, il va rentrer chez vous. Merci. Merci pour cette transition, cette intervention qui nous permet de faire la transition vers les points d'intérêt qui vont suivre. Mais avant d'y aller, je voudrais quand même dire aux couches pédagogiques qui nous écoutent, et vu que ce panel a été jumelé avec le troisième qui est l'intelligence artificielle et l'éducation, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est est-ce que les écoles forment suffisamment de compétences que nous pouvons absorber dans nos entreprises? Est-ce qu'il y a suffisamment de compétences disponibles? Alors, comme les uns et les autres l'ont dit, en entreprise, il est possible aussi de faire une formation continue. Il y a des dispositions qui sont mises en place pour permettre
une fois en entreprise, de se former sur les techniques, sur ce dont l'entreprise a réellement besoin. Et le point suivant dont nous allons parler, c'est de savoir qu'est-ce que c'est une start-up. Parce que nous n'allons pas occulter le volet entrepreneuriat de la question. Nous allons aborder donc le volet start-up. Quand on parle de start-up, bon, c'est un mot vite lâché, mais qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que nous pouvons dire du concept de start-up? Est-ce que c'est facile de start-up? Est-ce que c'est facile de créer une entreprise? Alors, comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'entreprise dans le domaine de la technologie et par-delà de l'intelligence artificielle? Une start-up. Nous entendons souvent ce mot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que c'est très simple. Hein. Une start-up, c'est celui qui a assez de, je dirais, couilles pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est celui qui, au-delà des contraintes économiques et politiques que nous connaissons dans notre pays, c'est celui-là qui malgré tous ces facteurs-là, se permet de pouvoir investir sur lui-même. D'accord? Donc, je dis investir sur lui-même, pourquoi? Parce que il aura à investir dans ses idées, il aura à trouver le bon créneau entre ses collaborateurs, la compétence de ses collaborateurs et, comment on l'appelle, la liste de ses fournisseurs, et il viendra vers une clientèle à servir. Donc cet homme-là, le start-up est dirigé par l'entrepreneur-là qui arrive aujourd'hui à faire converger ces trois facteurs, le facteur ressources humaines, le facteur recherche de la clientèle et le facteur technique de la solution qu'il veut vendre. Donc je pense que Edem est là, il représente un start-up, c'est moi, et vous savez, l'entrepreneuriat dans notre pays, c'est très difficile. Entreprendre au Togo, c'est assez difficile, c'est assez complexe, parce que comme même dans la recherche de l'emploi, on te dira combien d'années d'expérience tu as. Effectivement. Dans le domaine des marchés publics, on te dira combien de marchés tu as exécutés. D'accord? Pour vous, jeunes, pour nous, jeunes aussi, qui sortons des écoles technologiques du Togo, qui avions la fougue de la recherche, qui avions cette envie-là de produire pour notre pays, on se rend compte, on est face à un mur, on est face à des problèmes qui sont gérés au plus haut niveau, je pourrais dire, même au niveau de l'État, jusqu'au niveau des ministères, ou même juste au niveau des simples secrétaires d'administration qui vous trouvent pas assez bon pour vous présenter à leur directeur. C'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que aujourd'hui, ce forum est point nommé pour vraiment sensibiliser sur la chose, pousser les jeunes à entreprendre, pousser les jeunes à former des groupes de réflexion. Et je pense que l'idée de ce panel, c'est de pouvoir, de ce forum, c'est de pouvoir rassembler tous ces acteurs autour d'un même sujet, la technologie. On en a besoin de produire, on a besoin de créer. D'accord? Je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de partager avec nous tous la vision que j'ai des startups. C'est encore un terme pompeux, un terme très pompeux pour dire en fait ceux-là qui, selon moi, sont en train de se battre pour leurs idées, parce que le plus souvent, cela vient d'un besoin. Comme dans le cas d'Edem, il a eu un besoin, il a essayé de trouver une solution et il a voulu la partager avec d'autres. Maintenant, au-delà du côté besoin, du côté social, il y a le côté aussi rentabilité, parce que même si ces personnes-là ne sont pas intéressées, il faut que l'entreprise puisse survivre à ses débuts, que toutes les civilisations considèrent dures,
Parce qu'il y a même des proverbes là-dessus. Tout début est dur, en fait. Donc, voilà un jeune homme qui se lève un beau matin, qui a un petit souci, et pour le régler, se dit, ok, j'ai trouvé une solution à mon problème, je vais maintenant le partager avec les autres en créant une entreprise. Tout d'abord, il vient et dit, comment je crée une entreprise? Il se lève, il va à la CFE, il commence tout ce qui va avec, il se met à chercher des fonds. La famille peut le décourager, certains vont l'encourager, vont accepter de lui prêter de l'argent. Tout le monde est heureux lorsqu'ils entendent parler de Dangote, par exemple. Le monsieur est très riche, tout le monde se dit, ouf, si par exemple je pouvais me marier dans sa famille, c'est un exemple. Je ne dis pas que nous sommes tous intéressés. Mais tout le monde aimerait bien être gendre de Dangote aujourd'hui, et puis avoir les fonds pour tel ou tel autre projet, pour se dire qu'il va laisser son nom dans l'histoire. Mais lorsque le monsieur vous dit comment il a commencé, vous vous demandez comment il est arrivé là où il est. C'est l'histoire, cette histoire-là, le chemin qu'il a parcouru jusque-là, c'est cette histoire-là que les livres ne racontent pas. Aujourd'hui, on est tous sur un panel dans nos vestes et tout ce qui va avec. Personne ne pourra dire devant ce panel toutes les galères, excusez-moi le terme, qu'il a eu à vivre. On sourit tous, c'est tout joli, mais lorsque les jeunes entendent start-up, ils se disent pourquoi pas. Je n'arrive pas à trouver du boulot aujourd'hui, pourquoi ne pas créer une plateforme avec mes idées et lancer quelque chose? Ok, d'accord, lançons start-up, allons-y, trouvons des amis, prenons le garage de papa ou de maman et allons-y. 2 mois plus tard, vous avez le monsieur qui se met à crier, c'est trop dur, le terrain est hostile. J'ai un ami comme ça, je sais de quoi je parle. Bon, Dieu soit loué pour mon ami, il a tenu. Et jusqu'aujourd'hui, il se fait connaître. Mais de vous à moi, je pense qu'il faut vraiment de la détermination pour pouvoir tenir. Parce que c'est un monde concurrentiel. Et plus encore, l'Africain oublie que son marché, ce n'est pas l'Afrique. Lorsque Internet a eu son avènement, vous avez des clients aux États-Unis. Alors pourquoi eux, ils n'auraient pas de clients en Afrique? Vous avez des Chinois un peu partout. Tout le monde se bat. Oui, Café était la première société à amener Internet au Togo. Aujourd'hui, nous avons d'autres qui arrivent. Il faut qu'on en parle, c'est un constat, c'est un fait. Et ils ne viennent pas avec une politique molle. Ils viennent pour gagner aussi. C'est un marché, chacun vient pour gagner. Syntec est là, ils savent très bien ce que c'est que de la concurrence. Ils sont dans un domaine où aujourd'hui vous trouvez quelque chose, demain c'est obsolète. Vous ne pouvez plus vendre cela à vos clients, mais vous avez déjà un stock. Vous avez pris des commandes, vous venez leur vendre la chose, ils disent non, désolé, j'ai vu à la télé que c'était plus tout à fait ça. Chaque jour, vous êtes obligé de bosser. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de choses dans la technologie. J'en suis un, je sais de quoi je parle. Donc, d'une façon ou d'une autre, lorsque les jeunes se lancent dans cela, moi, ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas ce retour d'expérience. On ne partage pas avec eux toutes les difficultés qu'il y a eu. Si, par exemple, aujourd'hui, un jeune acceptait parcourir le Togo tout entier, passer auprès de tous ces gens de start-up et leur dire « Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté ?» Avoir ne serait-ce qu'un seul document qu'il partagerait, il y a des erreurs qui ne se répéteraient plus. Ça permettrait à beaucoup d'éviter certaines choses, dans l'approche même de la clientèle. Vous prenez une start-up qui est dans le domaine de la technologie, qui est constituée de 2 personnes, un développeur, un graphiste. Le graphiste, c'est celui-là qui parle le plus souvent parce qu'il a un background en communication. Le développeur reste en retrait. C'est un peu un stéréotype, mais ce n'est pas grave. Et ils vont tous les 2 pour faire une formation, pour pouvoir un peu étendre leur projet, parler un peu de tout ce qui va avec. Ils arrivent pour une formation, ils invitent des gens, et dans le public, un d'entre eux se permet de dire « Je suis désolé, tu mens ». C'est déjà, ça casse leur communication, et ça fait que d'une certaine façon, ceux qui regardaient tout cela n'ont plus confiance en eux. Il y a certaines choses qui ne s'apprennent pas à l'école, mais ces personnes-là vont créer des entreprises avec comme seul outil leur éducation à l'école. Je suis désolé, mais à un moment, je me dis, nous voulons tous avoir notre propre entreprise, mais ce n'est pas pour rien que certains vont d'abord dans des entreprises pour avoir cette expérience-là qu'il faut. Il y a beaucoup de startups qui naissent, mais il y en a beaucoup aussi qui meurent. Et de ceux-là, on n'en parle pas. On se dit juste, oui, seuls les gagnants sont restés, tout ce qui va avec. Mais ceux-là qui sont morts, ce n'est pas que eux aussi voulaient mourir. C'est aussi simple que ça, ils ont à un moment abandonné. C'est dommage. Si aujourd'hui, mon PDG avait abandonné, je n'aurais pas de travail. Ah oui, ça c'est vrai, je n'aurai pas de travail. Si c'est moi abandonne le mois prochain, tu ne seras plus invité à aucun autre panel. Je suis désolé. Parce que c'est tout simple. Voilà, c'est un problème.
On n'aime que les gagnants en fait, parce que tout le monde veut voir des gagnants. Personne n'aime celui-là qui n'a pas réussi ou bien était deuxième. On veut voir ceux qui ont gagné et on veut les imiter. Moi, j'ai envie d'être le prochain Dangote. Je cherche encore comment pouvoir faire cela. Donc, moi, j'invite très personnellement et très humblement tous ceux-là qui décident aujourd'hui, qui entendent le mot start-up et se disent oui, moi aussi je peux être le chef d'entreprise de l'année, je peux être Sam Kodo de 2019 et tout ce qui va avec. S'il vous plaît, prenez soin de bien bosser votre sujet. Assurez-vous de bien connaître le marché parce que le Togolais est, comme le disent beaucoup, un consommateur très atypique. C'est quelqu'un de... On ne sait pas si c'est de l'exigence ou s'il est compliqué, mais c'est quelqu'un qui demande beaucoup sans pour autant l'exprimer. Faites ce qu'il faut. Ce sont des gens très simples. Vous venez, vous leur proposer quelque chose aujourd'hui, ils sont tout à fait d'accord parce qu'au fond, il y a le besoin qui est là. Mais demain, la même chose qu'il voulait, il n'en veut plus et il veut s'en débarrasser. Donc, à un moment ou à un autre, au début, ça peut marcher, mais après, c'est compliqué. Et là, moi, je le dis souvent, les jeunes ont besoin d'avoir l'apport et le suivi de leurs anciens professeurs. Les gens ne le savent pas, mais les professeurs aussi ont essayé d'être dans l'entreprise. Moi, j'ai eu un prof comme ça. La dame, quand elle est rentrée des États-Unis ou de l'Europe, elle a créé son entreprise et ça n'a pas marché. Et ensuite, elle est devenue professeure. Les jeunes, imbus d'eux-mêmes, parfois arrogants, il y en a certains, vont créer leur entreprise et puis se disent, bof, j'ai ma start-up, j'ai gagné un premier prix, ça va aller. Et demain, il a du mal à payer les factures. Et quelques temps après, il a un enfant, une femme, et ça devient très compliqué. Donc, si possible, conseillez-nous. S'il faut même mettre ça dans les formations, essayez, s'il vous plaît. Dites-leur que ce n'est pas simple. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce que les autres le font que c'est facile. Il vous faut vous documenter, il vous faut bosser. Et c'est des nuits blanches, beaucoup de nuits blanches. Alors, je crois que maintenant, chacun doit avoir une liste de moins 10 questions. N'est-ce pas? Nous allons demander à la salle de s'exprimer. C'est le moment d'interagir avec vous. On va écouter vos questions et nous allons poursuivre les échanges. J'ai une structure appelée LTIAXAL. Nous faisons la prestation de services en informatique, en télécom et dans le graphisme. Alors, nous remarquons un problème aux côtés dans le cadre des startups. Nous prenons par exemple, excusez-moi, le FAEJ. Nous remarquons que si vous ne faites pas les activités agro-pastorales, ils ne vont jamais vous financer ni vous aider. Alors ça nous décourage, nous certains start-up dans le domaine de la technologie. Alors, je voudrais vous demander ceci, de plaider à notre cause chez nos institutions qui sont là pour nous accompagner. Ma deuxième question, ma deuxième contribution est, des fois, nous, les startups, on se confronte à certains problèmes. Vous avez des solutions à proposer et quand vous discutez avec les grands frères qui sont déjà sur le terrain, premièrement, ils vous découragent. Deuxièmement, les idées que vous avez, ils volent ces idées. Je vous dis que c'est l'expérience. Ça fait très mal. Vous restez à la maison, vous réfléchissez et vous faites sortir ça, une idée, et vous parlez à un grand frère qui est déjà sur le terrain. De vous aider, il prend votre idée et paf, lui, il va écrire ça. Et vous ne savez plus comment résoudre ce problème. Donc, peut-être nous n'avons pas... nous ne savons pas comment faire. Comme on est déjà
au panel 2, vous êtes déjà des grands frères, vous êtes déjà sur le terrain. Peut-être vous avez rencontré ces problèmes-là quelque part. Alors, comment on peut protéger nos projets pour pouvoir les présenter et les réaliser? Hier seulement, la directive de FAEJ quand même était avec nous, avec la direction de FAEJ, où il y avait eu quand même je pense qu'il y avait eu sélection des startups, donc les 5 ou bien les 7 premiers, cette année ou bien l'année dernière, je ne sais pas, j'ai eu la liste seulement juste hier, et ils ont voulu maintenant aller dans ce domaine-là pour que le CIC accompagne les jeunes qui vont déposer pour voir comment est-ce qu'on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils mettent en place leur structure. Donc c'est hier seulement qu'on a commencé par travailler là-dessus un peu, c'est pour dire que bon, il y a eu beaucoup de demandes, des gens sont venus chez nous pour voir si nous on pouvait les accompagner, mais vous savez tous que le métier ne peut pas les accompagner. Donc FAEJ a commencé actuellement, mais je ne sais pas, c'est ceux qu'ils ont sélectionnés, c'est les listes là qui sont arrivées, mais je pense que c'est un début qui a commencé. Bon, maintenant sur le projet de découragement, ou bien sur la deuxième question, c'est bizarre, on en parlait ce midi encore, et je disais que quand on écrit, je pense qu'il faut toujours faire attention dans nos projets, mais au même moment, tu ne sais pas à quel entreprise, la personne à qui vous vous adressez va lire en détail et que c'est ce petit, ou bien cette phrase que vous allez enlever pour que les gens ne comprennent pas trop, c'est ça qui va lire et comprendre tout votre projet et arriver à vous appeler. Donc des fois, on ne sait pas s'il faut donner toutes les informations ou il ne faut pas donner, mais en ne voulant pas donner toutes les informations aussi, c'est que vous prenez quand même beaucoup de risques. Parce que là, vous n'êtes pas complètement compris, alors que si vous avez dit ça, c'est ça qui va l'accrocher. Et c'est ça que moi, je dis aux étudiants. Il y a toujours, moi j'ai fait 2 ans au niveau de SNECMO à Paris, et donc j'ai vu que quand on faisait les choses, il y a toujours, quand on fait la communication, il y a une partie qui accroche les gens là qui font qu'à ce temps ils se retournent pour vous écouter. Donc c'est pas facile, on a parlé de ces mois, et quand on va parler beaucoup plus de ces mois, les gens ne vont pas y croire. Seulement, bon, ils ont fait le... Mais quand j'ai été surpris, quand moi j'ai vu Oracle dont on parle, j'étais il y a 2 ans à San Francisco, où j'ai rencontré les 3 fondateurs. Quand j'ai vu le cabane de chevaux dans lequel ils ont commencé, quand il a présenté le cabane dans lequel ils ont commencé, quand ils ont voulu arrêter, ils étaient partis, maintenant ils ont utilisé autre chose, tout ça pour pouvoir arriver. Mais vous allez voir, mais ce sont là, comme nous le savons tous, on ne peut plus maintenant dire, ils sont au-delà de Google, c'est-à-dire ce sont des gens qui hébergent pratiquement les autres. Ils se sont les plus gros. Donc le début est difficile, comme les confrères l'ont dit. Mais moi, je dirais toujours qu'il faut être tenant, il ne faut pas chercher trop à cacher. Les gens vont toujours voler vos idées. Moi, j'en suis toujours persuadé, quoi qu'il en soit. Mais en voulant cacher, je ne suis pas sûr que vous allez aussi vous en sortir, malheureusement. Merci. Alors, moi, je vais peut-être apporter ma vision entrepreneuriale. Alors, dans mon parcours, en tout cas, des nombreux avantages qui sont donnés aux entrepreneurs en Europe, ce sont les incubateurs, les accélérateurs qui leur permettent de développer leur idée, et je pense que c'est des choses dans lesquelles on doit massivement investir dans nos pays pour permettre à ces gens-là qui ont des idées de leur donner l'opportunité de les réaliser, et non pas de les réaliser pour les porteurs de projets. Bon, maintenant, sur le cas concret du FAEJ, alors je ne suis pas du tout expert de ce domaine. Si à un moment il y a une décision étatique à travers un bras armé qui est le FAEJ, qui est de dire, ben voilà, sur cette période-là, on se concentre sur l'agro-pastoral, c'est une décision légitime. Oui, peut-être que c'est injuste par rapport à d'autres activités, mais à un moment, on ne peut pas tout tacler en même temps. Il y a des priorités, et oui, l'une des priorités de nos pays n'est pas que la technologie, mais c'est aussi la pyramide de Maslow, la première couche qui est comment est-ce qu'on donne à manger aux gens. C'est fondamental si on veut construire l'économie par le bas. Bon, maintenant,
pensez, alors je ne sais pas, je ne connais pas le cadre de votre entreprise et la demande que vous avez faite, mais si la demande consistait, ou si à un moment vous avez parlé de financement, si la demande de financement, est-ce que le FAIEJ, encore une fois je ne connais pas la mission du FAIEJ, mais est-ce que la mission du FAIEJ est là pour être un investisseur? Est-ce qu'ils ont pour mission d'aller investir dans des startups? Si oui, cet investissement, alors il y a déjà le choix de l'orientation, mais cet investissement doit être fait pour développer une activité, pour créer une activité, et non pas pour financer des frais opérationnels pour aller payer la CET. Ce n'est pas pour ça que sont faites les structures d'accompagnement ou les structures de financement. Vos coûts d'exploitation doivent être financés par le chiffre d'affaires que vous apportez ou alors par l'investissement au départ. Nous, dans notre cas, chez moi, on n'a toujours rien vendu. Ça fait 3 ans et demi. Et on tourne parce qu'on arrive à vendre des prestations qui n'ont rien à voir avec nos activités qu'on fait, enfin si quand même, un peu, mais on finance nos coûts d'exploitation de cette façon-là. Et les investissements que j'ai eu l'opportunité d'avoir à travers des actionnaires, bon malheureusement ça ne s'est pas fait au Togo, ça s'est fait en Europe, mais peu importe, servent aujourd'hui à financer l'équipe de recherche et développement et non pas payer la connexion DSL au bureau. Donc il y a un amalgame fondamental, je pense, qui est fait par les porteurs de projets en se disant, bon, notre ami tout à l'heure a parlé, oui, bon, je suis au chômage, bon, je vais créer une start-up et puis on va travailler. Ouais, non, enfin, la start-up n'est pas faite pour vous sortir du chômage. Ne pensez pas qu'en créant une entreprise, vous allez gagner des sous. Au contraire, vous allez en perdre pendant très longtemps et vous allez avoir des soucis, sauf comme notre ami là-bas. Bon, ça c'est la parenthèse, mais qui est très beau par ailleurs. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne je tague ça le vol des idées. Bon, ok, vous l'avez formulé comme ça. Dans les structures d'accompagnement dans lesquelles j'ai eu l'opportunité d'évoluer, on nous dit tout ça en Europe, attention, ne parlez pas trop de vos projets parce que vous allez vous faire piquer les projets. C'est une réalité, la nature humaine est faite comme ça, il y a des gens qui réfléchissent moins que d'autres, mais qui par ailleurs ont des moyens et qui permettent d'aller un peu plus vite. Bon, généralement on fait moins bien, bon, parce qu'on n'a pas réfléchi la chose depuis le début. Certaines solutions à ça, qui sont enseignées dans les incubateurs et les accélérateurs, c'est vous devez avoir différents niveaux de présentation. Vous allez avoir des pitchs d'1 minute. En 1 minute, vous rencontrez le directeur général, bon, vous rencontrez le président de la République lors d'un événement, vous avez 1 minute. En 1 minute, vous devez vous démerder pour qu'il vous donne une audience pour la prochaine fois. C'est pas « Ah, votre excellence, machin », vous avez déjà perdu 30 secondes, laissez tomber. Donc, il y a différents niveaux de présentation. Vous avez le pitch d'1 minute, le pitch de 3 minutes, le pitch de 5 minutes, ensuite la présentation de 10 minutes. Et associé à ça, vous avez différents documents. Vous avez par exemple l'executive summary, où vous avez à présenter votre activité sur 2 pages. Après l'executive summary, vous allez avoir le pitch deck qui va être à peu près une quinzaine de pages. Et ensuite, vous allez avoir le business plan avec les éléments financiers, etc. Où là, vous allez écrire votre projet. C'est fondamental d'écrire le projet. Pourquoi? Parce que quand vous êtes plusieurs à monter cette entreprise, la nature humaine est faite ainsi. Moi, je pense une chose, je vous dis quelque chose. Vous représentez cette chose-là avec votre background, avec votre expérience. Le fait d'avoir écrit, d'avoir partagé cette chose en commun, c'est fondamental pour le futur de l'entreprise. C'est pour ça qu'on demande d'écrire des business plans quand vous faites des demandes de financement. N'empêche qu'il ne faut pas les envoyer n'importe où. On dit appel à levée de fonds, on cherche des entreprises, tout le monde balance des dossiers. Il ne faut pas balancer des dossiers n'importe comment. La dernière fois, j'avais un stagiaire qui est en commerce chez nous, qui voulait absolument postuler sur un dossier d'Afrique Business à Paris. Il demandait un BP complet, un prévisionnel sur 5 ans. Il demandait toutes les différenciations sur la partie concurrentielle. J'ai dit non, on ne remplira pas ce dossier. On ne sait même pas ce qu'il propose à la fin de cette sélection. Il nous demande un BP sur 5 ans. Non, on ne remplit pas. Donc à un moment, je pense qu'on revient fondamentaux, il y a besoin d'un incubateur, il y a besoin d'accélérateurs, de gens qui vont pouvoir partager cette expertise, cette expérience qu'ils ont eue. Et je pense que nous qui sommes ici avons acquis de l'expérience à travers nos professions, à travers ce qu'on a fait par ailleurs, et il est fondamental de le partager, de le mettre au service des autres. Tout à l'heure, on parlait des secrétaires qui ne vous laissent pas aller voir le DG.
bon, c'est un problème fondamental. Au Togo ou en Afrique, de façon générale, il va falloir qu'on commence par se respecter. C'est pas parce que vous êtes secrétaire quelque part que vous êtes le patron. Nous aussi, on est patron quelque part. Il ne faut pas croire que c'est la fin du monde. Donc, il y a aussi une sorte de mise à disposition, en tout cas mise au service de soi-même, qu'il faut développer chez nous en disant on veut aider le prochain. Et je pense que c'est une chose fondamentale. Au nom du comité d'organisation, je souhaiterais vraiment remercier ces panélistes vraiment de qualité, ou en tout cas, s'il faut parler d'un panel de qualité, je pense qu'on a été servi. Je vous prierai de les ovationner fortement. Merci. Alors, il est évident, on n'a pas eu le temps nécessaire pour poser des questions, surtout pour mieux apprendre de ces parcours quand même dignes, de ces parcours de combattants. Mais bon, je profite aussi pour annoncer l'arrivée d'une délégation de l'école ESIG, qui est un partenaire de cet événement également. Apparemment, ils avaient prévu être là sur le panel, le 3e panel. Voilà, dommage. Je vous prie de nous excuser, il y a eu un décalage à la fin. Cependant, on est très heureux vraiment de vous avoir à la fin de ce forum. Je vais profiter. En principe, on avait prévu une démonstration aussi des bornes de ces mois. Cependant, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait finir, enfin, on va clôturer, et entre-temps, vous pouvez vous rapprocher des bornes pour voir comment ça se passe. On va le faire aussi simplement. Merci encore, et pour finir, je pense que je vais inviter directement le président, voilà, le directeur du magazine Africa IT. Mesdames et messieurs les représentations d'organisation, mesdames et messieurs les partenaires, nous voici donc arrivés au terme du forum qui, à travers ces 3 panels, nous ont amenés à travers le terme de l'Union internationale des télécommunications vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle, à aborder toutes les questions touchant l'intelligence artificielle, que sur celles relatives à l'écosystème et à la gouvernance éthique au Togo. Je voudrais vous remercier et vous féliciter très chaleureusement d'avoir contribué à la réussite de cet événement par l'apport de vos expertises et vos expériences. J'exprime particulièrement ma gratitude à nos panélistes et à nos différents partenaires. À l'occasion qui vient de nous être offerte, vous avez partagé et enrichi vos expériences en matière de technologies de l'information et de la communication sous l'angle de cette révolution numérique qu'est l'intelligence artificielle. La tenue de ce premier forum télécom au Togo vous a offert à nouveau la possibilité de vous pencher sur les exigences d'une société de l'information et à même de profiter aux générations présentes et futures et permettre aux hommes et aux femmes de créer, utiliser, promouvoir l'information, diffuser le savoir et s'approprier surtout le domaine de l'intelligence artificielle. Je n'ai guère de doute que l'objectif des panels a bien été atteint et à en juger par les recommandations qui en résultent et qui sont à la hauteur des enjeux de l'heure, mais n'en demeure pas moins qu'il va falloir poursuivre auprès des populations, des grandes sociétés de technologie, des pouvoirs publics, des campagnes soutenues de sensibilisation sur l'importance de l'utilisation désormais incontournable des moyens numériques pour le développement socio-économique de notre pays, tel que vous en êtes accordé. Messieurs, Mesdames, le Forum Télécom Togo 2008 s'inscrit dans la droite ligne de notre magazine Africa IT, qui a pour objectif l'amélioration et la vulgarisation de l'accès aux informations sur l'éthique. C'est pourquoi j'invite les acteurs compétents du secteur d'éthique et tous nos partenaires à s'approprier les conclusions de ce panel, où les ministres en charge de l'éducation sont invités à plus d'entrain dans la mise à niveau des contenus éducatifs, de la formation en rapport avec les TIC, au ministère en charge de l'économie numérique à plus de pragmatisme, de réelles innovations et de soutien aux start-up du numérique. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant un bon retour aux participants, aux panélistes, je déclare clos les travaux de ce premier forum télécom et nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine. Je vous remercie.